Bonjour, madame, monsieur, bienvenue sur My Media Prime Télévision dans le cadre de votre production dominicale Vitrine 237. Dans Vitrine 237, ce dimanche 20 juin, nous allons, comme tous les dimanches d'ailleurs, apporter beaucoup plus d'ample d'éclairage sur les sujets d'actualité qui seront évoqués dans le cadre de ces 90 minutes de débat politique. Ce matin, questionnons-nous en réalité sur ce qui arrive au sein de cette formation politique qui a vu le jour au retour du multipartisme dans les années 90 et que par la suite, ce parti politique a ému plus d'un Camerounais. Aujourd'hui, on est presque à la croisée des chemins avec ceux qui se livrent, en tout cas à l'intérieur de cette formation politique, avec des guerres par personne interposée. Cela, depuis plusieurs années maintenant, c'est à démontrer que ce parti était en train d'aller dans la tombe. La preuve, c'est au niveau de ces résultats qui continuent de décroître. On se demande bien si ce parti aura véritablement un nouveau départ. Mais la question qui devrait se poser aujourd'hui, au regard du dernier NEC, c'est que est-ce que finalement le SDF n'est pas dans un nouveau mauvais départ au regard de tout ce qui est évoqué à travers la réhabilitation, en tout cas la mise en parenthèse du 8-2 que la région de Littoral a bien voulu appliquer à l'honorable président Joshua Osinabangui. On se demande bien si ce parti va sortir la tête de l'eau. Autre chose qui sera évoquée dans le cadre de cette production de Vitrine 237, c'est des cambriolages qui ont eu cours dans nos institutions publiques au Cameroun. On se demande bien de savoir comment on a pu faire au point où on passe par le Consupé. Après le Consupé, on a la Direction Générale des Impôts. Après la Direction Générale des Impôts, dans l'espace de 48 heures, on a eu le cambriolage du JICAM, le patronat camerounais, ce qui nous permet aujourd'hui de nous interroger sur le rapport que cela peut exister ou alors une corrélation entre ce qui est évoqué aujourd'hui au Cameroun comme le Covid-Gate. La question se pose aujourd'hui, y a-t-il le rapport entre ces cambriolages qu'on a assisté aujourd'hui au niveau des institutions publiques? On sait que une enquête est diligentée et d'après un certain nombre d'informations, la Chambre des comptes aurait déjà bouclé son rapport. Mais pourquoi ces cambriolages ont eu lieu juste au lendemain de l'annonce ou alors la publication de ce rapport partiel de la Chambre des comptes? En débat ce matin, la polémique et même les incertitudes autour de l'organisation de la CAN 2021 ou alors 22, parce qu'il faut rappeler que c'était en 2014 à Marrakech, au Maroc, que ceci avait été attribué à l'État du Cameroun sur la conduite à cette époque-là de Tombi Aroko, et qu'on se retrouve de 2014 en 2019, on a eu un premier glissement. Aujourd'hui, l'état des lieux, en réalité, quand on fait le triangle national du Cameroun, la question des infrastructures se pose à nouveau. On se demande bien pourquoi ces polémiques et ces incertitudes. Le séjour du secrétaire général de la CAF au Cameroun encore vient sonner comme ce qu'on a peut-être suivi il y a quelques années seulement de cela avec l'ancien président Ahmad Ahmad, qui avait effectivement indiqué que le Cameroun était prêt et que par la suite on a eu un glissement. Est-ce que la classe politique qui fait perdurer ou planer cette polémique ou ces incertitudes aujourd'hui ont-ils raison? La question, on va la poser ce matin. Autre chose que nous devons, dans le cadre de cette production, souhaiter alors adresser nos condoléances à cette autre famille et pleurer depuis hier, c'est que la route de Sancho continue de tuer, le sang continue de couler sur cette route-là. On se demande bien ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché ou ce qui ne marche pas. En tout cas, nos condoléances à vous. On se retrouve derrière cette page de transition pour présenter le panel qui m'accompagne dans le cadre de cette production de Vitrine 237 sur My Media Prime Télévision.
Merci de retour sur ce plateau avec moi dans le cadre de cette autre production dominicale de votre programme Vitrine 237. Il faut rappeler que vous pouvez nous suivre à travers le monde sur tous les réseaux de distribution d'images, y compris sur notre page Facebook My Media Prime, ou alors vos contributions également resteront attendues. Créditer le Cameroun de cette liberté d'expression et nous pensons que vous serez à la hauteur. Et bravo et félicitations aux promoteurs et à vous qui avez été engagés dans la Champions League pour partir de la radio à la télévision. Merci bien, merci pour cela. Un autre panéliste sur ce plateau ce matin, lui il est maire adjoint SDF pour la commune de l'arrondissement de Douala 3e, c'est ici même dans le département du Vouri. C'est Justin Youmsi. Bonjour et bienvenue. Merci Sylvain, merci à tous mes copanélistes, merci aussi aux téléspectateurs. C'est toujours un honneur de se retrouver sur la table de séance avec des éminents hommes politiques comme le docteur, comme le président Anissé, comme le secrétaire. Vraiment, c'est une joie, un honneur pour moi. Et je pense que nous allons essayer de donner le maximum de nos possibilités pour satisfaire nos multiples téléspectateurs. Et merci à vous pour cette nouvelle chaîne de télévision qui, comme disait le docteur, vient une fois augmenter les médias qui vont permettre que nous nous exprimons dans le cadre de la politique. Une fois encore, merci. Merci bien. Un autre acteur politique sur ce plateau, il est secrétaire général de Nouveau Mouvement Populaire de son parti politique, c'est le NMP, Bertrand Tatinda. Il est également panafricaniste. Il s'agit de lui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Tchokoda. C'est un honneur d'être là, en présence de mes chers aînés. Monsieur Ekane, qui nous a beaucoup inspiré quand on était jeune étudiant. On se rappelle de ses combats. À l'époque, on était encore auditeur de Radio France I, je préfère dire comme ça. Et on suivait en fait son actualité. A-t-il été transféré de prison? Est-il sorti? Comment va-t-il? Bonjour au docteur Fouchivé de la Task Force du port autonome de Douala. C'est un aîné, il est brave, il est courageux. Un protectionniste économique. Il a décidé de s'engager dans ce combat sans demander la permission de son parti. Ça fait plaisir de voir les Camerounais qui mettent l'intérêt du Cameroun. Bonjour, monsieur le maire. On a tous été quelque part SDF parce que le tiers-man a représenté l'espoir pour tout le monde. Merci à vos milliards de téléspectateurs. Merci bien. On clôture l'annonce ou la présentation de nos panélistes par lui. Et à 2 semaines de cela, il devrait être sur ce plateau suite à un malaise subi le matin de ce jour-là, la première d'ailleurs de la production. Il n'a pas pu effectuer le déplacement, mais il est avec nous ce matin. C'est un acteur politique historique qui aurait participé à la grande bataille du retour au multipartisme et même à la démocratie, à l'ouverture démocratique du Cameroun dans les années 90, ce qui lui a valu en tout cas un tour dans les geôles ou alors les prisons camerounaises à cette époque-là, avec ses compères aujourd'hui. Président national du Manidem, il est avec nous, Anissé Ekane. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je ne pourrais pas commencer cette émission sans parler de la dernière actualité dans le Nozo. Les images que j'ai vues des criminels qui osent se présenter comme des personnes qui aiment ce pays, qui découpent des militaires camerounais, qui les découpent. Même dans leur discours, il y a l'un des leurs qui prétend qu'ils vont les manger. Je suis choqué, d'autant plus choqué que lorsque cette aventure fantasmagorique a commencé, il y a des hommes politiques qui ont joué et certains continuent de jouer avec cette aventure qui tente de partitionner notre pays. Je suis choqué par ce que font les soi-disant militants ambazoniens d'un État virtuel qu'ils ont inventé dans leur tête. Merci bien, Président Anissé Ekane. Je vais commencer par Justin Youmsi, parce qu'on aborde là
les sujets d'actu et en réalité, le sujet autour du nouveau mauvais départ du SDF est à l'ordre du jour dans le cadre de cette production de Vitrine 237. Justin Youmsi, monsieur le maire, avec vous, on assiste là à une guerre ouverte entre deux éminents cadres de votre parti politique, mais la grande surprise, c'est qu'en réalité, ceci peut-être traduit le malaise profond, tel que je l'indiquais, qui existe dans votre famille politique il y a environ maintenant 15 ans. Comment on explique la situation actuelle au sein du SDF? En réalité, il n'y a pas une guerre ouverte au SDF. Il y a deux personnes, deux anciennes amies, qui, l'un peut-être veut déjà quitter le navire, qui est déjà même en difficulté, et veut pousser... Il s'agit de qui? Pour être... On va arriver. Allez-y. On va arriver. Je disais tantôt, l'un veut quitter le navire, qui a déjà pris même un peu d'eau, et veut pousser directement au fond de l'eau et partir une fois. Alors, il y a l'autre qui pense que, même comme le navire a pris un peu d'eau, on peut remonter en surface. Le président Anissé il a introduit ses propos par ce qui s'est passé dans le Nozo, où des gens qui se disent camerounais découpent les militaires camerounais, prétendent même les manger. Vous comprenez que le SDF a eu des petits problèmes suite à la signature de l'honorable Oshi, à la pétition, qui visait à traquer les Camerounais qui sont aux États-Unis, disons comme ça, et qui fournissent des armes pour qu'on tue d'avance les Camerounais. Et ce que le NEC, en réalité, n'avait pas condamné Oshi, mais le NEC avait dit à Oshi, bon, comme tu as signé cette pétition, tu vas repasser par le même chemin pour faire inscrire le dossier anglophone à l'ordre du jour à l'Assemblée. Dans le cas contraire, tu retires ta signature. Et il faut savoir qu'il n'était pas le seul député SDF à avoir signé. Alors, quand le NEC prend cette décision, comment est-ce que la région peut encore statuer sur un dossier que le NEC a déjà pris position? Ça nous a dit tout ce que ça pouvait nous dire. Mais aujourd'hui, tout le monde donne raison à l'honorable Oshi. C'est pour ça que l'honorable Oshi, aujourd'hui, au SDF, a une cote un peu plus élevée qu'hier. Mais quand vous dites tout le monde, Justin Youmsi, on assiste quand même là à des clans. On peut se dire que le SDF aujourd'hui s'achemine avec deux factions. Non, il n'y a pas de clans. Si on dit deux factions, qui te dit que ce n'est même pas 8? Ça, c'est deux personnes qui se sont montrées. On a dit tantôt que c'était la guerre de la succession. Je ne suis même pas sûr qu'à la succession, personne des deux sera même candidat ou bien va battre ceux qui sont là. Les deux factions, c'est ceux qui veulent faire croire que c'est eux, il n'y a que eux. En réalité, les deux factions, les deux personnes ne sont pas les personnes les plus fortes au SDF après le chairman. Il y a d'autres personnes qui sont sous silence. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent battre ceux qui sont là. Donc, il y a l'honorable Nietzsche qui, dans sa posture d'activiste, a toujours l'habitude de faire croire au monde que les autres sont mauvais et lui seul, il est bien. Mais ça ne peut rien changer sur la vision du SDF. Nous sommes d'accord que le SDF a perdu un peu de plume, mais le SDF n'est pas mort. Nous sommes en train de vouloir remettre le SDF. Et je le dis, il y a des départs qui vont faire la fête du SDF. Il y a des départs. Il y a des gens comme Laurent qui est là seulement pour tuer le SDF. Puis, si je prends le cas du littoral, vous lui demandez quand il prend le SDF. Nous, on avait présenté peut-être 30 listes dans tout le littoral. En 2013, on se retrouve peut-être à 16. Voici 2020, nous, on n'a pas pu présenter 15 listes. Donc, ça nous fait plus du mal. Il a fait partie beaucoup de militants. Moi, je suis un président. Il y a des militants qui sont prêts à rentrer et remettre le SDF à un niveau élevé. Et lui, il le sait. Donc, pour nous, il n'y a rien à cacher. Parce que le SDF est en difficulté. Les SDF doivent faire avec ceux qui ont l'âme au SDF. Le SDF ne doit plus faire avec ceux qui viennent bénéficier. Le SDF a fait de l'honorable Nietzsche ce qu'il est. Mais on vous reproche votre rapprochement aujourd'hui, entre guillemets, avec le parti au pouvoir.
Non, c'est facile de le dire. Est-ce que le parti de pouvoir, c'est un ennemi? C'est pas un ennemi. Moi, je vous dis, et j'ai souvent dit même dans nos réunions, si j'ai eu à rapprocher quelque chose au SDF, c'est qu'on a refusé d'entrer au gouvernement dans les années 92-95. Pas aujourd'hui. Mais on serait entré dans un pays sérieux. On doit entrer dans tous les pays. Vous voyez comment l'opposition entre au gouvernement. 3 ans après, ils sortent, après ils partent, ils entrent. Refusez carrément. Parce que je dis souvent, entre nous, que si le SDF prend le pouvoir, où sont nos ministres? C'est vous là qui êtes ministre. Ils connaissent quel compte. Parce que gérer un pays, ça s'apprend. On ne parle pas on ne pas parce qu'on est un activiste, on dit oh yeah, que vous pensez que si on dit que tu es ministre d'administration, il va comprendre quelque chose. Et pour le fait, on doit apprendre. Le SDF ne peut plus entrer aujourd'hui parce que on a déjà mis dans la tête des Camerounais que quand on entre au gouvernement, ça veut dire que tu as pris ta part. Mais le SDF pour moi serait entré dans les années 94-95 et on aurait fait beaucoup de choses. Merci. Bertrand Tatina, la guerre ouverte aujourd'hui au SDF semble être consumée. Dans les propos de Justin Younsi ici, cette guerre, elle est réelle aujourd'hui. Oui, la guerre, monsieur le maire, est modérée, on le comprend. Mais à la fin, il se livre quand même. Il y a un gros problème au SDF. Et les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Je crois que les problèmes ont vraiment pris leur essor à l'élection présidentielle de 2018. Déjà avant ça, le 8-2 avait été énormément utilisé. C'était en quelque sorte une forme de raccourci pour ne pas régler des problèmes politiques importants. Parce qu'il y a des gens qui ont eu sur leur tête le 8-2, mais qui posaient des problèmes politiques qu'il fallait résoudre. Et c'est là où on a souvent manqué un peu de dynamisme de la part du chairman et même de l'exécutif de trancher les problèmes. Donc à l'élection présidentielle, est-ce que le candidat qui avait été désigné était le bon candidat? Beaucoup dans le SDF ont estimé que ce n'était pas le bon candidat. Ils ont vu la désignation de ce candidat comme la désignation d'un successeur. Ça a été un problème. Ça me rappelle un peu, et là, ils ne l'ont pas soutenu à l'élection présidentielle. Moi, je me rappelle encore la présence de l'honorable Joshua Oshi dans la Léquier. Ils étaient à peine 15. Où étaient les véritables lieutenants? Ça me rappelle un peu cette élection présidentielle en France, où Mme Ségolène Royal, dans une primaire socialiste, bat ce qu'on appelle les éléphants du PS, c'est-à-dire que les Mitterrandiens, c'est-à-dire les gros cadres qui amènent le Parti socialiste au pouvoir. Et il n'accepte pas. Les Laurent Fabius, les Dominique Strauss-Kahn, les François Hollande, qui était même son compagnon à l'époque, décident que oui, le choix des militants n'est pas, comment je vais dire, ce qui devrait être, et ne la soutiennent pas à l'élection présidentielle. Contrairement à l'UMP, qui avait désigné de façon autocratique son candidat, M. Nicolas Sarkozy, et qui s'est mis en ordre de bataille. Donc, il y a eu ce problème au sein du SDF. Donc, la signature d'une pétition dont nous avons apporté tout notre soutien à l'honorable Oshi, qui a été un acte patriotique. Le président Anissé Ekane vient de vous dire en fait jusqu'à quel niveau peuvent aller l'horreur des gens qui nous disent qu'ils veulent, comment je vais dire, une révolution et créer une république dans leur tête. Donc ça a été un prétexte véritablement de cela, de sortir du bois et de mettre la crise sur la table. Maintenant, est-ce qu'il est tard? Est-ce qu'il n'est pas tard? Mais on a besoin du SDF. C'est-à-dire que, parce que d'abord le SDF a été allié à ma famille politique. Je suis en quelque sorte de l'UPC. On a été inspiré, comme j'ai dit, par le Manidem. Et dans l'Union pour le changement, nous avons joué un rôle fondamental. Et tout le monde a vu les résultats. Et après, la gestion donc aussi des alliés, parce que le SDF, à un moment donné, ne voulait plus écouter personne. Vous vous souvenez du fameux dicton, le fleuve ne se jette pas dans le ruisseau, c'est tous les ruisseaux qui doivent se jeter dans les fleuves. C'était de l'orgueil, c'était de la condescendance. À l'époque, ils avaient une quarantaine de députés, une cinquantaine de mairies, ils avaient plus d'1,5 milliard de financement public. Ils voulaient plus discuter avec des gens, certes, qui, en termes de poids politique représentatif, étaient certes moins visibles qu'eux. Et c'est là où les gens ont commencé à ne plus voir cette histoire d'un bon oeil. On a besoin du SDF parce que si aujourd'hui, M. Tokoda, on peut avoir des télévisions comme celle-ci, on peut s'exprimer, c'est aussi en grande partie à cause de ce SDF et allié. Il faut insister là-dessus. De SDF et allié, mais porté par un homme courageux. Parce que l'histoire raconte que des enfants d'eux
de fils d'eux ont refusé d'assumer ce leadership. Et puis un courageux a assumé. Et quand il a fallu lui dire qu'écoute, tu n'es pas agrégé, tu n'es pas diplômé, laisse la place, il a expliqué que je laisse plus la place. Donc il est courageux, il a joué le rôle qu'il a eu. Et au cinquantenaire des armées, le fait que... Est-ce qu'en mettant entre parenthèses le 8-2 que la région du littoral voulait appliquer à l'honorable aussi, cela ne met pas en mal ce nouveau départ que le SDF... Non, c'était du brigandage. Tout le monde savait que ça n'aboutissait à rien. Tout le monde savait que ça n'aboutissait à rien. C'était, comment je vais dire, que des amis qui se sont retrouvés dans un domicile privé, mangeant nourriture préparée par la femme du domicile, buvant ses bières, et une histoire de vote s'est faite de façon rocambolesque. C'était amusant. C'était un piètre spectacle d'un parti qui se veut grand. Parce que, et il a dit quelque chose d'important, monsieur le maire. Le littoral a beaucoup donné au SDF. Énormément. Le littoral constitue 45%, voire plus de 50% de la force du SDF. Mais ce sont les arguments du président régional. Non, mais je veux dire... J'estime que le littoral... J'estime justement qu'il n'a pas été l'homme à la hauteur, parce qu'il devrait y avoir un immeuble de 5-6 étages qui est le siège du SDF. Vous savez, l'immeuble d'un parti siège peut permettre aussi à être une source de revenus. Mais il n'y a rien. Que les réunions se tiennent, je vous dis, dans un domicile privé où quelqu'un utilise son épouse pour faire manger les gens. C'est inacceptable. Quand vous voyez ce que le littoral a donné au SDF, les villes mortes ont été tenues par le littoral. C'est-à-dire que les villes mortes, le pouvoir de Yaoundé, certes, nous expliquait que quand Yaoundé respire, mais il suffoquait à Yaoundé. Donc, on ne peut pas n'avoir rien donné au littoral. Il aurait fallu au moins un siège digne de ce nom. Quand vous circulez dans Douala, vous y connaissez le siège, rien du tout. Fallait aussi, comment je vais dire, élever les enfants du littoral. C'était mauvais. Quand on parle de la Sanaga maritime, le cadre du parti qui tient un discours double. Non. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'une forme de médiocrité trouve toujours que ce sont les autres qui ne comprennent pas. Il y a vraiment, il n'a pas été le président qu'il fallait pour le SDF dans le littoral. Peut-être à une certaine époque, mais vu les enjeux de l'heure, vu comment je vais dire que redynamiser une forme de militantisme de base, parce que le SDF a besoin de ça, de refaire maison par maison, de relancer un dynamisme de base. Il s'est embourgeoisé, c'est vrai, 3-4 mandats à l'Assemblée nationale, on devient un bourgeois, et puis il s'est dit qu'en mettant un certain, sur des critères assez flous d'apparatchik et d'inconditionnel autour de lui, résultat des courses, c'est un parti aujourd'hui qui fait à peine 3% à l'élection présidentielle. C'est inacceptable. Inacceptable. C'est vrai que le président Anissé Kanen n'a pas souhaité en réalité s'exprimer sur ce sujet d'un autre parti politique de l'opposition, mais votre casquette d'un acteur majeur qui a vu naître le SDF, tout au moins votre lecture sur ce nouveau départ qui aujourd'hui ne remplit pas toutes les conditions avec les guerres ouvertes de ces batailles-là. Je ne sais pas si c'est un nouveau départ ou une descente aux enfers. Je ne sais pas. Non, je crois que le SDF est victime de l'après 92. Quand l'Union pour le changement, n'en déplaise à Fauchivé, a gagné l'élection de 1992 sous la houlette de John Kundi, juste après, le SDF s'est accaparé de la victoire du peuple. La dynamique populaire unitaire sur le plan stratégique de l'Union pour le changement a commencé à prendre du plomb dans l'aile. Si on avait continué dans cette dynamique, peut-être que la situation du pays ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à force d'avoir une perspective conjoncturelle, personnelle, sectaire, le SDF se retrouve dans la situation d'aujourd'hui. Au lieu de drainer une opposition unie sur les points essentiels par rapport au parti au pouvoir, il s'est mis à privilégier la promotion de ses cadres, la promotion de ses piliers, qui pour la plupart sont rentrés dans la lutte de façon opportuniste, et on s'est retrouvé dans la situation d'aujourd'hui. Et je crois que les dissensions qui arrivent aujourd'hui montrent bien qu'à force de prendre la politique comme un trépied pour la promotion personnelle, on se perd. Et la plupart des gens se perdent parce qu'ils n'ont pas une vision historique
prospective, j'allais dire patriotique de la politique. On se bat pour le pays, on ne se bat pas pour soi. Les Oumouandie, Moumi, etc. n'ont jamais été ni députés, ni conseillers, ni présidents, ni ministres, mais ils ont marqué l'histoire du Cameroun et de l'Afrique de façon granitique. Personne, aujourd'hui, tout le monde se déclare UPCiste. J'ai même quelques amis au RDPC qui s'en déclarent. Donc moi je pense que le RDS est victime de ses propres tares qu'il a commencé à accumuler dès 1992. Et je ne crois pas que la situation va s'améliorer, d'autant plus que les intérêts, à partir du moment où le parti régresse, les intérêts individuels et personnels prennent le pas sur l'intérêt du parti. Oui, mais sauf que la situation du SDF aujourd'hui, président Nissé Kane, peut effectivement traduire le malaise de la construction d'une opposition forte dans le contexte du Cameroun. Évidemment que ça a des répercussions, surtout dans la dynamique de l'opposition. Mais, vous savez, ce qui caractérise, en tout cas caractérise le SDF, c'est le fait que c'est un agrégat d'ambition. Quand on regarde l'encadrement du SDF, on a l'impression qu'il n'y a pas un ciment idéologique. On a agglutiné des cadres, des élites régionales, dans le but de créer un ensemble qui peut obtenir des positions de pouvoir, députés, conseillers, etc., mais sans perspective commune, stratégique. Comment peut-on imaginer que deux députés d'un parti ont sur un problème essentiel des points de vue complètement divergents? Ça éclate au grand jour aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'au sein du SDF, le débat idéologique est peu présent. Parce que, dès qu'on l'aborde, les points de vue ne se raccordent plus. Merci. Docteur Edouard Fauchivé, la situation de l'impasse ou d'un avenir incertain, probablement, ou alors les fissures ou les cassures au sein du SDF, tirent d'autres arguments au sein de la stratégie politique que le RDPC et votre parti politique met en place, déploie pour phagocyter des partis politiques de l'opposition. Le SDF en est victime. Mais vous me faites rire. Donc c'est le RDPC qui est parce que le RDPC est cité dans cette bataille de division où un camp estime qu'un autre est avec le RDPC et que le SDF actuellement n'est que le SDF du RDPC. Non, vous allez me faire. Vous faites rire. Ça prouve effectivement, vous n'allez pas donner raison à ce que le Bertrand, mon jeune frère, a dit tout à l'heure, avec ce que le président a dit. Vous leur donnez raison, vous dites donc que c'est un parti qui est complètement en dislocation totale. Le RDPC vient faire quoi dedans? Je crois que le maire a planté le décor, Bertrand a su développer, et le maire, dans sa posture d'homme politique, vous a fait comprendre, effectivement, c'est que le SDF était et aujourd'hui. Et je voudrais revenir légèrement en arrière pour dire que lorsque vous avez Bertrand choisi un candidat, même s'il n'est pas le candidat, vous avez pris le cadre de la politique française, nous sommes une jeune démocratie et à chaque élection présidentielle, c'est une démonstration de force, si ce n'est pas les élections de proximité. Mais vous ne pouvez pas être un parti comme le SDF, qui a été à la porte, je préfère dire la porte du pouvoir, Monsieur le Président, et que, parce que le chairman aujourd'hui est fatigué, on le dit, puisque lui-même a dit, et qu'il est en train de voir comment le parti va se projeter dans le futur, on choisit. Oshi n'est pas... Oshi, c'est un... Pour dire, c'est pas parce qu'il est un ami, mais c'était le meilleur candidat à l'époque. Vous n'allez pas dire que si c'était Nietzsche qui était candidat, il aurait eu 10%. Non, je doute fort.
Aujourd'hui, là, le poste, imaginez que c'est le poste, c'est le SDF qui devait diriger le Cameroun. Excusez-moi, ce n'est pas le roi Nietzsche qui, excusez-moi, hein, si c'est par rapport à ça, c'est quand même Oshi qui peut quand même se permettre d'être président de la République. Non. Je ne trahis pas, mais je vais dire. Ce secret qui veut qu'il y ait des problèmes. Non, je ne veux pas. Laissez-moi venir. Je voudrais dire, parce que Bertrand a fait un très bon développement, mais lorsque on a un candidat et qu'on est un parti comme le SDF qui était le moteur de l'opposition, on fait tout pour ne pas tomber, n'est-ce pas, au niveau où le SDF se retrouve aujourd'hui. Et c'est là où j'apprécie le développement du président Ekani. Donc, ne pas dire par exemple que le candidat du SDF n'était pas celui qu'il fallait et que c'est le RDPC qui est en train de tripatuer. Ça veut dire qu'il ne comprend pas le jeu politique. Un candidat à la présidentielle qui se retrouvait vouloir être frappé par le 8-2, ça veut dire que le parti est foutu. Quelle que soit la faute. Quelle que soit la faute. Je vais prendre un exemple, s'il vous plaît. Quel que soit votre état ou votre docteur, est-ce que vous ne venez pas là, effectivement, conforter la thèse selon laquelle l'honorable aussi n'est pas n'importe qui au sein du SDF? Mais je confirme. Non, c'est pas que. Il est au-dessus des statuts du SDF ou de l'idéologie du SDF. Non, c'est que vous ne me comprenez pas. La philosophie aujourd'hui, je voudrais prendre un exemple autour de cette table. À un moment donné, le président Ekani a dit: je vais tendre la main pour voir comment mon parti va fonctionner. Il est parti. Mais à cause de la guerre de leadership, le président Ekani est revenu président. Ce n'est pas pour dire que les Bandakani, les autres qui étaient là, n'étaient pas à la hauteur. Mais la philosophie du parti a primé. Et je vais donc dire quoi? Dis simplement que si on veut frapper l'honorable Oshi parce que l'honorable Oshi a joué le rôle d'un député de la nation, c'est très grave. C'est très grave. Ce que l'honorable Oshi a fait. Si les hommes n'ont pas compris, l'honorable Oshi n'a jamais accepté cette histoire des bandits. Parce que ce ne sont pas les Camerounais qui revendiquent la sécession et qui tuent les gens. L'honorable Oshi n'a jamais été... Est-ce que ce n'est pas excessif, ce discours, ces discours qui veut qu'on traite ceux qui sont dans le nord et dans le sud de bandits? Non, ce ne sont pas les vrais Camerounais, ce sont des bandits. Les images sont là. Mais comment vous pouvez accepter? Regardez ce qui s'est passé là il y a 2 jours, là où on est en train de tuer les militaires, ceux qui défendent les couleurs de la nation. Quand bien même les militaires font des erreurs, disons, ce n'est pas comme ça. On coupe le bras de quelqu'un, on vient montrer à la télévision pour dire qu'on a coupé le bras d'un gars du billet. Et vous voulez qu'on accepte ça? Ce sont des Camerounais? Non, il faut éviter. Le SDF également à son temps, pendant l'élection municipale et législative, même à la présidentielle, accusait le RDPC déjà, y compris le Tiemani John Fundi, d'être à l'origine de cet enlisement, de cette crise. Non, ce n'est pas que d'être, c'est que le RDPC, le SDI avait toujours dit que le RDPC ne veut pas mettre sur la table de débat le problème anglophone. Et c'est pour ça d'ailleurs que le bureau du NEC demande à l'honorable Oshi, autant tu as pris l'énergie pour condamner ceux qui sont de l'autre côté, prends cette énergie pour que le problème soit débattu. Mais je parle sous la couverture du président Ekani, pour que le problème soit débattu au niveau de l'Assemblée. Il faut avoir un poids. Puisque au niveau de la conférence du président, quand bien même vous avez le groupe parlementaire, vous avez un groupe parlementaire contre peut-être 3 groupes parlementaires, ça veut dire que votre projet de loi ne passe pas. Il ne faut pas faire comme si on ne connaît pas le fonctionnement de notre Assemblée. Mais dans notre Assemblée, n'est pas pour l'intérêt de la République. Non, pas ça. Vous posez là un problème Nous parlons des inscriptions de projets de loi en débat. En relation avec un problème. Jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a jamais débattu du problème j'aime pas dire anglophone, mais du problème la crise anglophone, de la crise qui se passe de l'autre côté. Mais c'est pas ni le maire ici, ni le noir Joshua qui devait faire. Ça devait être un ensemble global. Et c'est ce que le chairman voulait. Mais pour dire, si on veut sanctionner le noir Boshi, parce que le noir Boshi a dit que il faut que les Américains, nos partenaires comprennent que ils logent dans leur sphère ceux qui sont des activistes de la preuve aujourd'hui. Quand on parcourt le document du secrétaire d'État,
qui dit, ce n'est pas seulement du côté du pouvoir qu'on dit que ceux-là ne vont plus entrer aux États-Unis. Ça commence d'abord par les Camerounais qui sont aux États-Unis. La preuve est là. Tous ceux qui finançaient à travers l'achat des armes sont déjà poursuivis. Donc, ça veut dire, pour revenir dans ça, c'est là où je voulais chuter, il faut que les Nicho, tous les responsables du NEC demandent des excuses à l'honorable Oshi. Au vu de la lettre du secrétaire d'État, puisque l'honorable Oshi avait raison d'écrire, avait raison de signer cette pétition. Donc ça a porté des fruits aujourd'hui. Pas seulement pour sanctionner du côté des États, mais pour sanctionner du côté du désordre que leur fait rapport. Et d'ailleurs, la sanction sera plus forte de leur côté, parce qu'une armée a pour mission de défendre un pays et de défendre l'intégrité du territoire. Donc, on peut comprendre pourquoi l'armée est en train d'aller en brousse les chercher et leur donner des leçons, que de comprendre comment un gars qui n'est pas de l'armée prend la machette et découpe quelqu'un. Donc, il faut faire très attention. Merci. Justin Youmsi sera votre dernière prise de parole sur ce sujet-là. Comment on sort de cette situation où on a l'honorable aussi, qui pense consolider avec ce qu'il est qualifié d'être républicain ou d'être proche, être le pion, pour utiliser l'expression qui est évoquée aujourd'hui au sein de votre formation politique du RDPC. Comment on fait pour sortir de ce nouveau mauvais départ? Oui, il faut déjà retirer le mot pion. Je dis, c'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui dans la classe politique. Non. C'est l'expression qui est utilisée dans la classe politique. Non, je ne peux pas accepter. Tu dois retirer. C'est à vous de démontrer. Non, tu dois retirer le mot pion. C'est à vous de démontrer. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas qui dit pion, mais l'honorable Oshi n'est pas un pion. Et vous savez les sorties de l'honorable Nietzsche? Non, je vais vous expliquer. Il a ses plus. Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. On est arrivé. Il y a ce mot pion. Et je voudrais aussi dire au docteur Faucheux que nous ne pouvons pas dire à l'honorable de demander on ne peut pas dire qu'on demande pardon à l'honorable Oshi. Ce qu'il a fait, il a fait son travail. Un enfant ne peut pas prendre le seau pour aller puiser l'eau, tu dis qu'il a bien fait. Donc il n'a fait que son travail, ce qu'il a fait. Le 8 a failli le sanctionner. Non, c'est pas le 8 de Le 8 a failli le sanctionner parce qu'il a signé cette lettre du chef maire. Le SDM n'a jamais donné le 8 Mais il est passé au tribunal du SDF. Il n'est pas passé au tribunal du SDF. Non, la requête a été reçue. Non, attends, mais attendez, mais qui a fait? C'est pas les maîtres, ce sont eux qui ont fait les mêmes documents. Et ses amis lui ont donné pour qu'il va étudier. Parce que quand on dit passer au tribunal, ça veut dire qu'on a entendu Oshi, quand on lui dit, il a donné sa version de fait. C'est pas le cas. Donc il n'a pas été. Moi je refuse. Recevable. Mais le NEC avait jugé recevable la requête de même c'est n'importe quel document. Oui, ça a respecté les 10 jours de délai. Oui, mais la recevabilité, ce n'était pas que le fonds était bien, c'est qu'ils ont déposé dans les 10 jours. Oui, simplement. Bon, maintenant, vous jugez quelqu'un qui a fait son travail? Non, nous on n'a pas jugé. Le NEC n'a pas jugé parce que le NEC n'a pas. Je vous dis que le NEC c'était il a saisi de ce problème. Donc il ne revenait plus à quelqu'un d'autre de parler, sauf si c'est celui qui veut apporter le désordre comme il a fait. Donc je dis non, l'honorable Oshi a fait que son travail. Il a fait que son travail. Ah bon, félicitations. Oui, il a fait que ce qu'il doit faire. Bon, mais je vais dire, pour la question de tout à l'heure, je peux rassurer le président Anissé que le SDF ne tombera pas. Nous sommes encore dans notre dynamique. On est en train maintenant de remettre ceux qui ont encore l'âme du SDF, ceux qui connaissent l'idéologie, ceux qui connaissent que le SDF est socialiste. Ceux-là sont en train de reprendre le SDF. Et à partir de là, nous allons avancer. Nous allons mettre ceux qui ne savent même pas de quoi. Il y en a, nous sommes des Camerounais. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent un peu d'argent. Bon, le temps est arrivé où l'argent ne doit plus être devant, c'est l'idéologie. Et l'idéologie, ça veut dire que c'est les gens qui vont faire le sacrifice. Quand tu as dit que on a tassé Oshi de ceci, l'honorable Nietzsche, quand tu ne t'entends pas avec lui, il te dit que tu es du RDPC. Ça, c'est la seule défense. Pourquoi deux députés? Non, attendez. Oui, attendez. Non, je vais vous dire. Pourquoi deux députés? Je vais vous dire. De la même région. Non, c'est pas l'affaire de deux députés de la même région. C'est que ses intérêts sont déjà menacés. Il faut ce qu'il ne peut plus y avoir. Quand tu n'es pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous mettez dans intérêt menacé? Il faut dire peut-être la vérité, que le peuple comprenne. Quelle est la pomme de discorde aujourd'hui entre aussi? Et c'est que le SDF qui a fait de lui député ne peut plus faire de lui député parce qu'il y a le challenge. Il faut qu'il aille ailleurs.
et pour aller ailleurs, parce qu'il ne peut plus être député au SDF. Il a fallu même 2020, il a fallu que le NEC dise qu'on reconduit tout le monde pour qu'il soit député. Il y avait une concurrence qui allait le mettre à côté. Ah d'accord. Donc, mais le NEC a demandé qu'on reconduise, il a bénéficié. Nous ne pensons pas que ça soit encore possible. Il sait qu'il ne peut plus être député. Tout au moins, il ne peut pas être... On va d'abord le battre au primaire. Et il pourra aller peut-être ailleurs. Donc, directement au MSC. Oui, lui-même il va partir au MSC. Ce n'est pas que... C'est parce qu'il n'est pas seulement honnête. Il n'est pas seulement honnête de dire qu'il doit aller au MSC. Il n'est pas seulement honnête de dire qu'il va aller au MSC. Vous ne confirmez pas là la tête de ceux qui pensent que vous êtes un anti-Nintieux. Non, ce n'est pas l'affaire. Non, c'est pas l'affaire. Non, c'est pas lors de la dernière session. Non, ce n'est pas l'affaire. Qui a fait de vous-même. Donc, si je pouvais regarder, à dire que même Oshi est contre, je suis contre lui, puisque c'est Oshi et Nietzsche qui sont venus me renverser à la 3e. Oshi n'était pas ailleurs, Oshi était avec Nietzsche, c'est eux qui sont venus me renverser. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Donc, ce n'est pas ce côté-là. Mais pour le moment, je regarde qui peut apporter le SDF un peu plus loin. Qui peut, notre barque qui veut déjà prendre l'eau, qui peut soulever. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Oshi et Nietzsche sont venus à la 3e pour m'enlever, moi, le président. Mais j'ai été seulement au-dessus d'eux. Donc, je ne supporte pas Oshi pour un problème quelconque. Je ne demande rien à personne, mais le SDF m'intéresse. Moi, j'ai la pleine conviction, et c'est ce que nous disons tous les jours, l'idéologie du SDF, ça va rester. Et le président, je crois, celui qui parlait, nous ne pouvons pas être à Douala. On a eu des communes, on a géré Douala 3e, on a géré Bonabéry, on a des députés. Les gens vont dans leur maison faire une réunion jusqu'à dire que ceci. Et puis vous dire qu'ils sont des socialistes. Quel genre de socialistes ça? Quel genre de socialistes? Et c'est cette histoire qui nous amène à dire aux autres que non, le temps est passé. Moi, personnellement, j'ai été sympathisant de SDF de 93 à 97. En 98, je suis militant du SDF. Et dès 2002, j'étais vraiment militant. J'étais président de cellule, j'étais secrétaire à la communication, j'ai eu beaucoup de postes avant d'être président. Donc, tu ne peux pas avoir une élection. Quand vous avez vu ce qui s'est passé à Douala 3e, c'est moi qui étais l'artisan de la campagne. Quand tu allais voir l'honorable Michel, on va faire comment? Il dit non, c'est le président, c'est lui qui sait comment il fait sa campagne. C'est lui qui... Parce que tous sont des paresseux. Par jour, il t'appelle ma 4 heures, mais ça ne me dit rien. Mais alors quand on a un malheureux, un petit poste de 6e adjoint au maire, des gens même nous qui étions à la mairie, on vient encore se discuter pour un 6e adjoint, avec quelqu'un même qui était adjoint au maire sortant, qui n'a même rien fait pour la campagne et qui ne fait rien pour le parti. Mais c'est la suite. Et c'est pour ça. Mais bien sûr. Et c'est pour ça. Non, je vais vous dire. Et l'honorable Ninche sait. Il savait que si je ne suis pas maire pour soutenir le parti, le SDF, il y a de la 3e. Donc il le savait. En mettant son candidat, il le savait. Je vais vous dire, à Djibombari, c'est le SDF qui devait être à Djibombari. Mais il a enlevé le PC qui était le meilleur pour prendre quelqu'un qui sait qu'il ne va rien faire. Et les gars ont déposé les armes. Le parti de Feu King, que je répète, paix à son âme, est venu prendre à Djibombari. C'est la même chose qu'on a eu, même à Yabassi en 2013. Donc, il faut tous ceux qui peuvent avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour lui. Nous pensons que il a pris ce qu'il pouvait prendre au SDF. Il doit partir et puis le SDF va continuer. Merci. Avec vous rapidement, Bertrand Tatinda, comment on sort de ces déchirures pour effectivement faire perdurer on sort par un vrai congrès. On sort par un véritable congrès. Vous savez, ce sont les... Et c'est ça même l'essence des partis de gauche. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'émotion. C'est-à-dire que M. Nietzsche peut venir avec sa motion, sa ligne politique du parti, M. Oshi vient, et les militants tranchent. Mais moi, j'ai comme l'impression que ça risque d'être compliqué. Hein? C'est-à-dire, à l'issue de votre congrès, monsieur le maire, j'ai bien peur que certains n'acceptent pas les résolutions en train de partir au tribunal. Les chuchotements, il se le dit. Et le président Anissé Ekane est clair. Il n'y a pas d'idéologie pour certains dans le parti. Vous savez, à un moment donné, le SDF vous permettait d'être maire adjoint ou député. Beaucoup y sont venus, ont été maire adjoint et députés, ont bâti de véritables carrières. Je vais même plus loin. Certains dans les coulisses se battaient pour que le SDF rentre dans le gouvernement parce qu'ils se disaient qu'ils pouvaient être ministres. Donc, quand vous utilisez un parti, vous n'acceptez pas la défaite. Aujourd'hui, ils sont à 3% après une élection présidentielle plus bas que terre. Ils ne veulent pas reconstruire et travailler. Et puis, dans cette situation, dans cette signature de pétition, l'honorable Oshi n'était pas le seul du SDF à avoir signé. Pourquoi c'est lui qui concentre toute la détestation et toutes les attaques?
Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de personnes et un problème, comment je vais dire, que d'héritiers qui se jouent. Mais il faut dire que les scores électoraux du SDF sont réduits à peau de chagrin. Je vous dis, le littoral était la fédération, l'une des fédérations les plus fortes. Enfin, quelque chose qu'on ne veut pas dire. Il y a quand même une composante sociologique contre une autre composante sociologique. Il y a les originaires de l'Ouest quand même qui aimeraient bien, après le chairman, gérer le parti. L'hypothèse du Bami Power aussi. Non, pas Bami Power, c'est-à-dire l'hypothèse d'un enfant de l'Ouest qui prend le parti. Et puis vous avez nos frères, comment je vais dire, d'obédience culturelle anglophone, qui estiment que c'est notre dernier bien. C'est-à-dire que si on nous prend cette histoire, finalement, qu'est-ce qu'on a encore dans la politique au Cameroun? Donc, il y a aussi cette histoire-là avec des alliés, rien que même à Douala deuxième, il y a des alliés de M. Nietzsche. Ça se voit comme étant une façon pour les enfants de l'Ouest de les récupérer et de pouvoir, sachant que le MRC, à l'état actuel, peut pas avoir de candidat à l'élection présidentielle, dealer avec le MRC pour 2025. Il y a aussi cette histoire-là déjà de 2025 où des gens se disent que si on récupère ce parti, on fait un grand pôle d'alliance avec le MRC pour la bataille de 2025. Merci. Président Anissé Kane, comment on sort de cette division qui s'affiche aujourd'hui? Non, je voudrais quand même faire quelques remarques. Je pense que c'est trop facile. Vous savez, moi, ça ne m'émeut pas que le RDPC tente de créer la zizanie dans les partis. Mais c'est le travail. Je dis que logiquement, un parti au pouvoir... Non, tente, je dis tente. Non, je veux dire, non, moi, je suis au-dessus de ça. Je rentre en politique pas pour être député, etc. Non, je veux dire que c'est trop facile de dire des choses, de trouver ça comme un argument pour fustiger ses adversaires politiques. À partir du moment où on commence à le dire, c'est que bon, il y a un problème. Vous savez, le secrétaire général du nouveau mouvement populaire l'a dit. Après 1992 et jusqu'à 1995, le SDF était la cuillère qui amène la nourriture à la bouche. Plein de gens se sont précipités au SDF, quittant d'autres partis de l'opposition pour aller chercher un poste de conseiller, de député, etc. Donc, non, pas nécessairement être à l'Assemblée, avoir un salaire. Suivez mon regard, je vois des petits qui disent qu'ils gagnent 1 million, ils sont contents, tout va bien. Donc il y a plein de gens qui ont fait cette démarche-là, justement et uniquement pour aller prendre des positions politiques synonymes de bien-être social, de promotion, etc. C'est légitime, président. C'est pas légitime. À un moment donné, il faut... Ce n'est pas légitime. C'est là qui pose le problème de l'idéologie du parti. On ne rentre pas en politique pour être député, quel que soit le parti dans lequel on se trouve. On ne peut pas faire la politique avec étant pauvre. À un moment donné, tu es diminué. Tu ne peux pas. Si on te dit, par exemple, je vais vous dire, nous, on a parlé de renouvellement, mais on a cité en priorité les maires, les députés, parce qu'il ne faut pas qu'on demande peut-être à Wimsi Hussein que bon, tu vas aller organiser à EDEA. Il te dit qu'il n'a pas le transport. Même comme il a tout l'amour du parti, il ne va pas aller. Et la masse des militants sert à quoi? C'est les militants qui sont les qui doivent en principe. Bon, c'est pas le cas du RDPC, bien sûr. Non. C'est l'argent du pays qui sert à faire fonctionner le parti. Oui, mais c'est pas ça qui crée des milliards de francs qu'on mettait dans les campagnes. C'est pas ça. Non, je veux dire que le SDF a été un attrait pour avoir une position de pouvoir. C'est légitime quand on est dans le parti. C'est-à-dire, on fait une promotion de ces cadres. Mais dans le cadre du parti, au moment où c'est un afflux uniquement d'opportunistes qui viennent chercher, ça donne à la fin ce genre de résultats. C'est la première remarque. Oui, la deuxième remarque. C'est normal qu'il y ait une nomination dans le parti. C'est normal. Mais elle ne doit pas sortir du parti. Le fait même que un responsable, président d'une section régionale, sorte les débats du parti hors du parti, ça pose un problème. Ça pose un problème de son appartenance même dans le parti. Il y a des problèmes dans tous les partis.
Au RDPC, c'est la mort. Mais bon, ils tentent toujours par des artifices de nous faire croire qu'il n'y a pas. Mais il n'y a que des problèmes là-bas. Mais il est important, sur le plan de on appelle ça la discipline de parti. Dès qu'on sort le problème du parti à l'extérieur, il faut démissionner. Il faut démissionner. C'est qu'on n'est plus dans le parti. Et ce comportement-là est un comportement d'opportuniste. Parce que la règle démocratique veut que si tu es en minorité, tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, tu démissionnes. Moi, comment est-ce que ça va finir? Moi, je crois que ce qui a fait la force du SDF, c'était une dynamique unitaire populaire. C'est ça qu'il faut reconstruire. Quand on va la reconstruire, la plupart des partis vont revenir à de meilleures situations. Il faut partir du fait que l'avenir de l'opposition se situe dans l'union de l'opposition. Pas nécessairement dans le travail sectaire, précaire, primaire, de créer, on va créer encore notre poche là. Il faut que quelques-uns d'entre nous soient conseillers municipaux. Rebâtissons la dynamique de 90. Mais ce qui a fait la force de 90, c'est parce que tout le monde était persuadé que le pays va changer. Pas que le parti va gagner. C'est que le pays va changer. Et le pays doit changer. C'est ce qu'il faut réinculquer aux gens. Que battons-nous pour que le pays change. Pas pour que notre parti ait des députés ou des conseils municipaux. Voilà l'avenir de l'opposition entière et celui du SDF. Merci, Dr. Edouard Fauchive. En termes de solution, aujourd'hui, on sort comment pour consolider les acquis du SDF? Je n'ai même pas. Non, c'est même pas question de consolider. S'il veut que nous soyons dans l'état démocratique. Je voulais plutôt dire que je veux féliciter mon président national, le président Paul Biya, du fait que dans sa posture d'homme politique, il a déclaré d'ailleurs à Monte-Carlo qu'un vrai Bantou ne parle pas de la sécession. Et je crois que on est en train de vivre ça aujourd'hui. À peine le chairman a-t-il dit « Je ne pense plus être que la bataille a commencé ». Et regardez ce qui se passe chez nous. Et je félicite... Est-ce que cette même bataille ne s'observe pas chez vous? Mais c'est ce que je l'ai dit. Vous me coupez. Et le président Ekane vient de le dire. Notre avantage dans le RDP, c'est que nous ne portons pas à la place publique nos problèmes internes. Et là, que fait Messanga Nyamding, s'il faut citer celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Dis donc, quand on parle de vraies choses, vraiment, c'est mieux qu'il démissionne. On parle de vraies choses, vous me parlez de Messanga Nyamding. Vraiment, vous avez déjà suivi le débat qui se passe dans le SDF, comme les deux députés. Vous avez déjà suivi ça dans le RDPC? Est-ce que si je vous dis dans le RDPC, vous avez déjà... moi qui pensais être candidat prochainement, vous m'avez entendu parler? Je vous pose la question. Est-ce que vous m'avez vu? Vous venez de déclarer là. Est-ce que vous m'avez vu dans la bataille? Donc ça veut dire que nous, dans le RDPC, nous connaissons nos tests. Nous savons qu'il y a un article 27 alinéa B. Et mes camarades me suivent, ils comprennent ce que ça veut dire. Donc, quand je suis les franquistes en train de partir de gauche à droite, en train de dire, proposer un candidat, tout, je sens qu'ils ne lisent pas les tests du parti, parce que c'est pas possible. Et donc, que devons-nous faire? Il faut que le SDF, le président l'a dit, le SDF doit revenir, doit être ce parti fort. Parce que, en laissant ce vide, il y a eu maintenant des forces. Il y a une force extérieure qui s'est déclarée et qui aujourd'hui est comme du miel où toutes les mouches veulent y aller. Donc il faut faire très attention de mietter le SDF aujourd'hui contre cette force qui n'est que virtuelle. Et redonner donc au SDF une position de quelqu'un qui a déjà géré la chose publique. C'est cet avantage. Il faut le dire. Le SDF a eu au moins à gérer, donc à participer à... Même comme ce n'était pas dans le fond, et Kane peut dire tout ce qu'il veut, il était parmi ceux qu'on pensait qu'il pouvait apporter sa contribution dans un cadre d'un gouvernement élargi, mais il a toujours été « je viens, je ne viens pas, je viens pas », et aujourd'hui, bon, lui on se rend compte, et c'est bien, et je voudrais dire à monsieur le maire que son analyse m'a plu d'entrée du jeu, où il a dit, à un moment donné, il fallait comprendre
qu'il était nécessaire de participer. Et je parle à cette force virtuelle qui est aujourd'hui au centre de la discorde du SDF, que les responsables, les leaders du SDF doivent oublier cette force virtuelle. La politique se fait au niveau des 3 étapes. C'est être maire au niveau de la base, porter la voix de ceux qu'on dirige en bas, être député, enfin d'amener la voix du peuple dans cette assemblée où tout se décide, ou bien être président de la République, enfin, n'est-ce pas, de gérer l'exécutif. Voilà les 3 niveaux. Et quand on n'est pas représenté dans les 3 niveaux, c'est une force virtuelle. Et je voudrais que monsieur le maire, mon ami Yoshi et Nicho comprennent que vous avez l'avantage d'être représenté à 2, sinon 3 niveaux. Je n'ai pas parlé du Sénat, dont la chambre haute est égale à la chambre basse. Vous avez cette chance d'être dans le couloir, n'est-ce pas, de la force pour diriger un pays. Est-ce que ce n'est pas ça, en réalité, la pomme de discorde, disait le président Nissé Kane ici. Une fois qu'on est sénateur ou député au Cameroun, on oublie la transformation sociale. C'est pour ça qu'il faut revenir. Vous félicitez là uniquement le fait qu'ils sont à la chambre haute, à la chambre basse. Non, c'est comme je dis que... Et en réalité, aujourd'hui, la question qui est sur la table au centre, c'est la recherche des solutions. Mais si je suis en train de leur donner la solution pour dire que eux, ils ont donné des solutions internes. Je donne une solution externe parce qu'il y a une force virtuelle qui attire. Comprenez-moi. Vous voulez que je dise le MRC est en train de désorganiser le SDF. Et je dis donc aux leaders du SDF, n'allez pas vers une force qui n'existe pas, parce que vous existez déjà. Vous existez dans les mairies, vous existez dans la chambre basse, dans la chambre haute. Pourquoi voulez-vous aller faire un championnat là où il n'y a ni le stade, ni la balle, ni les équipes? Il faut faire très attention. Et donc pour moi aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire, je me félicite d'être du RDPC et d'accompagner mon président national qui avait compris en son temps que dit que voilà le successeur entraîne aujourd'hui tout ce qu'il y a. Et pour finir et chuter, Amadou Ahidjo avait dit que tout ce qui est multipartisme est un désordre. Vous voulez qu'on donne raison au président Amadou Ahidjo? Allez-y donc. Merci, président. D'abord, c'est une mauvaise référence à Ahidjo. Le multipartisme... Non, c'est une très mauvaise référence. Il fait partie de notre histoire. Le multipartisme est un système de désordre. Oui. Et que il avait dit. Et nous ne lui donnons pas raison. Parce que si on lui donne raison aujourd'hui avec le travail du multiparti qu'on est en train de faire aujourd'hui, où les forces virtuelles veulent commander maintenant les partis, comme le tien ou bien les autres, ben c'est qu'on a donné raison. C'est le manque d'ouverture politique réelle qui crée le désordre. Ce n'est pas le fait de l'ouverture. L'ouverture devait assainir le climat politique dans le pays, à condition que de votre côté, que ce besoin de faire avancer le pays prime sur vos intérêts. Et ça me permet d'engager sur cette... Parce qu'on en parle comme ça, l'entrée au gouvernement, venez participer. Ce n'est pas le fait d'entrer au gouvernement qui est mouvant en soi, c'est pas ça qui pose problème. Le problème, c'est on y va pourquoi? Les gouvernements du haut national ont existé dans le monde entier. Tout à fait. Mais sur une base politique. C'est-à-dire sur quel programme, sur quel agenda, sur quels objectifs. Sauf que le RDPC, le régime du BIA, c'est pas l'intérêt du pays qui les intéresse. C'est l'intérêt de conserver le pouvoir en captant de temps en temps des gens qui veulent servir cette dynamique. Et ça ne marchera pas. Le pays ne va pas avancer. Pour amener le pays à avancer, il faut que le président de la République prenne la mesure de la situation. À savoir qu'aujourd'hui, le RDPC, son régime, ne peut pas être l'avenir radieux de notre pays. Il faut ouvrir le débat politique avec des visions politiques, des programmes politiques, pas de captation des membres de l'opposition. Voilà le problème, M. Bouchoubi. Oui, très rapidement, sur ce sujet rapidement. Donc, je voulais dire que, bon, vous avez demandé quel avenir pour le SDF. Nous, après le renouvellement des structures de base, nous allons arriver au Congrès, où on va
maintenant élire un président. Mais nous sommes dans l'optique, comme a dit le président Anissé, de savoir que nous seuls ne pouvons pas aller. Il faut l'union de l'opposition. Ça, c'est notre challenge après que nous allons mettre notre équipe. Et puis, au-delà de cette union de proposition, il faut les associations. Parce que normalement, les partis politiques, je pense que traînent les pas au Cameroun parce qu'il n'y a pas des associations fortes. Parce que généralement, c'est les associations, les partis politiques devraient plutôt rester derrière l'association, qui doivent porter le message de la population. Les syndicats, c'est-à-dire qu'on n'a pas ces associations fortes. C'est ce qui faisait la force de l'Union politique. Oui, et c'est ça que ça... J'espère que vous allez vous retrouver sur ce que vous avez dit dans les années 94. Que c'est les petits fleuves qui tombent dans les... Non, nous ne sommes pas... Aujourd'hui, vous êtes maintenant petit coup d'eau. D'autres choses... Les choses changent avec le temps. Oui, mais monsieur, non, nous ne sommes pas là où nous sommes. Mais les écrits restent. Nous avons d'autres pensées. Et c'est ça que je vous dis. Nous allons tourner maintenant autour de l'Union pour l'opposition et avec les associations fortes. Le problème maintenant, c'est de savoir qui sera le leader pour attirer. Vous allez voir. Ça, c'est secondaire. Ça, c'est secondaire. Quand tout est bien fait, quand tout est bien fait, nous, vous allez voir. C'est comme ça que nous allons travailler. C'est comme ça que le SD va refaire surface. Il faut dire en une seule phrase que le RDPC ne va pas y échapper. Parce qu'ils sont en train de renouveler ce qu'ils appellent le matelas politique. Bien sûr. Après, ça sera le renouvellement des organes de base, c'est-à-dire que des militants qui ont droit au chapitre à un congrès, certainement ils vont vers un congrès, comment je vais dire, de changement générationnel. Et vous avez au RDPC quelques hommes politiques et vous avez surtout les administratifs. Donc, il risque d'avoir une véritable bataille, cher René Fouchivé, et on y va en 2025 à une élection majeure. Merci. Je reste avec vous, Bertrand Tatinda, rapidement. Un tout table sur la question des cambriolages des institutions publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on évoque, on a cambriolé au Consupé, après la Direction Générale des Impôts, après le JICAM ici à Douala, on se demande bien de savoir pourquoi l'enchaînement, pourquoi ce rapprochement subit au lendemain de la publication du rapport partiel de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Il y a un problème au Cameroun, mais ça ne date même pas les cambriolages aujourd'hui et les bâtiments qui prennent feu. Je me rappelle, j'étais encore jeune élève au Cameroun. Il y avait une grosse entreprise qu'on appelait les assurances mutuelles agricoles, c'est-à-dire Amakam. Et on avait lancé une vaste opération, on s'était rendu compte que la comptabilité avait été extrêmement désastreuse. Et c'est là, je crois, au début des années 85-86, où on va commencer les premières arrestations de gros cadres de société, le directeur général, les cadres amicales. Et à un moment donné, Amakam va prendre feu, c'est-à-dire à Yaoundé. C'est-à-dire que cette grosse compagnie d'assurance qui avait des intérêts camerounais, qui aujourd'hui aurait été une grosse entreprise avec même énormément de filiales, va prendre feu. Et on va beaucoup soupçonner, il n'a jamais été véritablement établi qui avait mis le feu, mais des sources internes, j'avais ma tante qui y travaillait, de sources internes ont désigné certaines personnes. Donc, c'est une technique, entre guillemets, c'est une tactique. J'ai été très surpris du compte Supé parce que c'est quand même un ministère délégué à la présidence de la République. C'est vrai qu'ils ont ce qu'on appelle des organes extérieurs à l'extérieur de la présidence de la République, mais le compte Supé, vous savez que ce sont les rapports du compte Supé qui sont à la base de 80% d'arrestation de ce qu'on appelle des gros poissons dans le cadre de l'opération Épervier. Maintenant, pour la Direction Générale des Impôts, on a attrapé 3 voyous, c'est-à-dire qu'un petit bandit, un petit voyou, qui explique que oui, je suis passé, j'ai des problèmes d'argent, un repris de justice, avec aisance, un repris de justice, et puis il est passé derrière le bâtiment, il a constaté qu'une porte ne se fermait pas, et puis il a vu ses amis, il a dit accompagnez-moi, il a grimpé, il est allé, il a cassé. Donc, pour ceux qui s'en tient à la version officielle, il n'y a pas, comment je vais dire, qu'une grosse entreprise qui a commandité cette histoire. Mais on peut se demander quand même qu'il était courageux. C'est-à-dire que quand vous voyez rien que le bâtiment, même y aller voler, si les portes sont ouvertes, il faut être assez courageux. Ce bâtiment en impose. Donc on peut se demander, est-ce qu'on ne sacrifie pas ce petit voyou? Il n'y a pas eu de documents qui ont été importés. Il reconnaît avoir cassé les bureaux et s'être en tiré avec une somme de 300 quelque chose de 1000. Mais par contre, au JICAM, les JICAM, c'est un groupement patronal qui veut dire qui n'est pas une institution, c'est pas institutionnel, c'est un groupement patronal privé. Est-ce qu'il y a des corrélations entre un certain nombre d'hommes politiques, d'hommes d'administratifs, de milieux d'affaires
On n'en sait rien. Toujours est-il que les entreprises sont, de mon point de vue, chargées de garder leur comptabilité à leur siège. Qu'est-ce qu'on allait chercher au GICAM? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de bataille, comment je vais dire, de succession à l'intérieur du GICAM? Parce qu'il se dit à l'intérieur du GICAM que celui qui est là roule pour un certain nombre d'intérêts. D'ailleurs, nous, au NNP, on ne s'est jamais reconnu dans ce GICAM-là. Ce qu'on est allé chercher au GICAM, il faut rappeler que c'est les hommes d'affaires du Cameroun qui ont gagné les marchés dans le cadre du Covid. Eh bien là, vous donnez donc alors un lien direct qui peut être, comment je vais dire que, entre un tribunal criminel spécial qui auditionne tout le monde et aux dernières nouvelles aurait auditionné même le chef du gouvernement, c'est au conditionnel, mais cela semble se confirmer, et des hommes d'affaires qui auraient gagné un certain type de marché. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être voulu précéder l'arrivée de magistrats instructeurs au GICAM. Donc c'est très compliqué. Pour dire que ce n'étaient pas des petites entreprises. Ben oui, ce ne sont pas de petites entreprises. Il n'y a pas de petites entreprises au GICAM. Oui, mais on se demande ce qu'en fait une documentation pourrait faire au GICAM, surtout que chaque entreprise est d'abord pour elle. Si le travail de balisage était fait en amont au Consup et disparaître au niveau de la DGI, ça suppose qu'il n'y avait que le GICAM qui devait détenir l'immatriculation des entreprises. Parce que nous, au niveau du GICAM, nous avons l'immatriculation de l'entreprise. Vous prenez telle entreprise, vous voyez le chiffre d'affaires, etc. Tout, vous voyez. Donc, il y a une corrélation. Et maintenant, les fins limiers que sont les enquêteurs du TCS doivent trouver cette corrélation. Et ça existe. Ça démontre donc que dans le cadre de l'affaire de cette histoire qu'on appelle Covid, parce qu'on est allé cambrioler de la DGI. On est allé cambrioler à partir du 10e, 1, 2, 3. Non, c'est même pas question de 10e. C'est que les enquêteurs, les fins limiers doivent normalement chercher à comprendre quels sont les différents responsables qui sont dans les différents bureaux, les liens. Vous allez voir que c'est sûr que la direction des grandes entreprises dont a été touchée. Et c'est là où cette corrélation devient donc nécessaire pour pouvoir faire dans ce lien. Il faut voir ce gars qui dit j'ai cassé, je cherchais de l'argent, et à la fin lui-même bute sur quelque chose. Il dit j'ai pris 2 disques durs. Donc, dans tous les bureaux que tu as cassés, tu n'as trouvé que 2 disques durs. Donc, vous comprenez que vous venez chercher l'argent et comment vous emportez au disque. Moi, je suis gêné qu'à ce niveau où le Cameroun se trouve, qu'on puisse faire ce genre de montage. Vraiment, c'est un montage. C'est moi qui parle. Oui, allez-y. Je dis, même si c'est vrai, il ne faut pas montrer ça. Vous savez, la reconstitution de faits nous amène à digérer quelque chose. Il nous souvient quand on dit on a tué quelqu'un, on va faire, et le gars dit bon j'ai pris le couteau, j'ai enfoncé comme ça calme les gens. Mais ce qu'ils ont fait là, pour moi, c'est un théâtre. Au-delà de théâtre, j'étais gêné. J'étais vraiment gêné parce que un gars qui va, pourquoi ce gars ne part pas à la bisec, casser la bisec? S'il est sérieux, s'il veut vraiment l'argent. Je vous demande. Oui. Et puisqu'il dit que là où il y avait le coffre-fort, je n'ai pas cassé. Donc tu venais chercher donc quoi? Démontrez-moi que dans ce bureau... Les disques durs ne se baladent pas dans les bureaux. Le disque dur est fini en disant, et le disque dur, mon collègue a pris pour aller vendre. Donc, dans ce qu'il fallait prendre les disques durs, pas prendre 2. C'est pour ça que je dis, le Cameroun est arrivé à un niveau où il faut éviter que ça soit du domaine politique, économique, et c'est pour ça que vous avez commencé par l'histoire du port. Je suis rendu compte à un moment donné que la façade maritime étant un sacré lieu du développement, certaines personnes venaient nous imposer leur développement. Oh, on ne peut pas, même les théories de développement aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de passer par la technique caldorien pour se développer. Je viens de lire ce matin que les Ghanéens ont refusé de vendre leur cacao. Parce que, et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la révolution. Est-ce que le Cameroun est prêt pour appliquer des mesures, des méthodes de protectionnisme économique? Mais il faut commencer quelque part. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Oui, mais lorsque nous nous constituons comme task force pour défendre la façade maritime, est-ce qu'on a demandé la permission? C'est ça. Lorsque lui, Kane s'est levé en 90 pour dire qu'il faut qu'il y ait le multipartisme, et que John Frundi aujourd'hui profite dans ça, le Madida a eu quoi?
Bon, il a eu 8 mois d'emprisonnement, ça a fait se calmer. Donc, mais c'est pas. Il faut commencer, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que le Cameroun ne peut pas aujourd'hui observer comment nos biens sont en train d'être dilapidés, comment on est en train de vendre les cerveaux camerounais dans tous les pays du monde, en commençant par l'Afrique du Sud. Vous trouvez les intellectuels camerounais, vous les trouvez aux États-Unis, vous les trouvez partout. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous faites ce genre de déclaration, quand on peut s'interroger que c'est vous qui êtes au pouvoir? Quels sont les mécanismes, quelles sont les politiques publiques pour effectivement préserver la fortune? C'est pas question de parti politique. Lorsque Macky Sall est arrivé, il a ouvert la porte pour dire revenez. On leur avait dit. Lorsque Biya a pris le pouvoir, il a dit que tous les Camerounais reviennent. Ceux qui sont revenus, les Opénins sont revenus. Hein. Donc, mais le pouvoir doit, aujourd'hui, la ressource humaine, diriger un pays, et il a bien dit, le maire a dit tout à l'heure, quand bien le SIE va arriver au pouvoir, qui va les permettre de diriger si ce n'est pas nous? Donc ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui, qui dirigent le Cameroun, devaient se dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à diriger le Cameroun avec les administrateurs ou bien avec les experts? Ça, that is a question. C'est pas moi qui dois répondre. Et on a vu les limites aujourd'hui des administrateurs de l'ENAM. Si vous ne le voyez pas, c'est pas politique. Je le dis, on me suit. Je le dis, on me suit. Donc c'est pas question de RDPC. Mais c'est pour ça que notre candidat avait demandé qu'on dissout l'ENAM. C'est lui qui imprime aujourd'hui les titres. C'est pas parce qu'on est du RDPC, on est du... Non, il faut se poser la question de savoir la dynamique qui est aujourd'hui est mise sur pied. Est-ce que ça apporte des valeurs? Et si ça ne porte pas, on a dit dans les techniques d'études d'analyse de projet de faire des changements. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que vous trouvez normal qu'on prenne des gars, vous les voyez même, ils n'ont actuellement rien, on dit qu'il est chinois parce qu'ils sautent, pour aller faire 11 étages, pour prendre 380 000 et 2 disques durs et sortir pour casser la plus grande direction générale de ce pays. Oubliant son téléphone portable. Et oubliant son poste de quelqu'un qui va voler avec le poste, avec le téléphone. Et il met ça à la charge. Il met à la charge. Donc, je vous dis ça parce que même si c'est vrai, ça veut dire que la direction de la sécurité de la direction des élections doit changer parce que c'est une honte qu'on dise que il y a la sécurité et on est venu casser 11 étages pour prendre 380 000 et donc ce garçon, je voulais que ce garçon, qu'on ne le mette pas en prison, qu'on le garde pour qu'il puisse nous casser, pour qu'il nous casse les vrais banques pour donner l'argent au Cameroun. Merci. Président Nissé Kane, la problématique de ces cambriolages pour remettre au bout du jour, en termes de questionnement, la faillite de la sécurisation des institutions publiques au Cameroun? Non, pas du tout. Si aussi facilement non, pas du tout. Consupé, c'est l'enquête sur le Covid, la Covid-19, direction des grandes entreprises, c'est les grandes entreprises du Cameroun, le GICAM, c'est le patronat des grandes entreprises. La corrélation est évidente. Non, c'est du cinéma. Je pense que le fait de nous présenter cette théâtralisation de ce cambriolage, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. C'est une grosse insulte. Je ne sais pas si les responsables de l'enquête, de la gendarmerie, de la police, qui ont fait ça, s'imaginent eux-mêmes que les Camerounais vont gober ça. Ils savent que non. Mais comme il fallait rappeler, et en fait avec une vitesse extraordinaire, on parle de présomption d'innocence et une présomption de culpabilité quand on présente des choses comme ça au public. Moi, je suis persuadé que le pouvoir soit obligé, le pouvoir et tous ses corollaires, d'être obligé maintenant de faire dans la grossièreté. C'est que on est pratiquement à la fin. Parce qu'il n'y a plus moyen de faire autrement que dans la grossièreté. Avant, tous les incendies qu'on a eu dans les ministères, etc., il n'y a jamais eu de résultat d'enquête, etc., parce qu'au moins, on s'imaginait que on ne va pas présenter n'importe quoi. Mais là, maintenant, qu'on soit obligé, dans la grossièreté, de nous faire avaler qu'un Chinois a grimpé au 15e étage avec une société de gardiennage
de la police, de la gendarmerie qui garde la direction des grandes entreprises, c'est que bon, mais ça ne va plus, ça ne va plus. Et moi, je reviens un peu par rapport au développement de Fauchivé en disant que, vous savez, la dynamique de fin de règne, c'est une dynamique générale. Elle touche même le parti au pouvoir. Et je crois que la démarche des militants ou sympathisants du RDPC dans le cadre de la protection de la souveraineté du pays va dans cette dynamique-là. Moi, je connais le travail que la Task Force a effectué avec Fauchivé et d'autres responsables syndicaux. On a eu à travailler ensemble. Mais ce n'est pas une dynamique RDPC, c'est une dynamique patriotique. Et ça, personne n'y peut rien. Parce que tôt ou tard, quand on a spolié les gens de façon permanente, de façon grossière, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas traverser. Et en ce qui concerne le port et Bolloré, on a fait des choses extraordinaires. Je vous parlerai de Camara, c'est extraordinaire. Comment peut-on imaginer qu'après un accident, on reste 4 ans sous prétexte que c'est le gouvernement qui doit financer le trafic des voyageurs et les milliards de francs que Bolloré a encaissés dans le transport des marchandises sans concurrence, ça pose des problèmes. Tant mieux si on arrive maintenant à engranger une dynamique patriotique qui transcende les partis politiques, y compris le parti responsable de tous ceux des autres. Merci. Justin Younsi, on est là en plein Covid-Gate et par la suite, on assiste à des cambriolages des institutions insoupçonnables, inimaginables. Si tant est-il que le système de sécurisation de ces institutions allait cambrioler le Consupé, la DGI et le JICAM, ça laisse quand même... ça prête à équivoque. Non, ça ne prête pas à équivoque. Il fallait s'y attendre. Chaque fois qu'il y a un tel événement au Cameroun, chaque fois qu'il y a l'odeur de détournement, on incendie toujours les structures au Cameroun. Chaque fois. Quand vous regardez une structure comme le Consul, comme la direction des grandes entreprises, quand un ministre sort au Cameroun, il a derrière lui au moins 250 billets pour le garder. Vous croyez que c'est la société, c'est comme ça qui n'est pas gardé? Nous sommes arrivés ici. Vous pensez qu'un étranger peut entrer ici et voler? Personne ne pouvait entrer ici. Jusqu'à là, même si on sort, parce que nous ne savons pas où va la porte là. Donc pour qu'on cambriole ici, il faut que ce soit des gens en interne. Personne ne peut quitter dehors. Ce petit garçon qu'on a fait le théâtre là, c'est juste pour amuser. Et puis ça fait encore plus mal. Parce que de mettre cet enfant devant la scène, on aurait dû laisser pour qu'on analyse. Parce que c'est plutôt une insulte qu'on croit que c'est ce garçon qui est venu mettre son téléphone à la charge, un bandit qui vient mettre tout ça. Ça, ce n'est pas bien. Donc, à partir du moment où les détournements de la Covid ont déjà pris le dehors, il n'y a pas encore de preuves qu'on est en face. Non, il y a des documents qui sont là. Là, ça y a commencé. Il y a des documents qu'il faut distraire avant. Il y a des documents qu'il faut distraire avant. Rien, il n'y a pas de hasard ici. Et quand je venais ici, je n'avais pas encore vérifié la relation entre DGI et Consul. C'est quand le docteur parlait que je me suis dit, ah ben tiens, c'est-à-dire que les trois s'y vont ensemble. Les trois s'y vont ensemble. Donc il n'y a pas de hasard en rien. Chaque fois qu'il y a que l'odeur de détournement sent déjà au Cameroun, on cherche toujours à distraire. Nous ne pouvons pas accepter au Cameroun que la direction de l'entreprise soit cassée comme si c'était... Même une coopérative ici, à Douala, il y a au moins 2 militaires dedans avec rien que les armes là. Il dit même une coopérative, ici on voit 2 militaires qui sont à côté. Et c'est ça là qu'il n'y a personne. Pour qu'un petit garçon vienne et même une image, monsieur, mais vous avez vu comment le gars a traité les dossiers, les papiers, les documents étaient au sol.
Attendez, je vous pose la question. C'est vrai. Si je suis vieux, je prends ton tiroir, je ne trouve pas l'argent. Pourquoi je prends les documents? Les documents font encore quoi? Au sol. Est-ce que l'argent est dans le tiroir? Est-ce qu'on garde l'argent dans le tiroir? Non, j'ai dit même si c'est le tiroir, quand tu prends le dossier et que tu fais, et que le tiroir et que tu vois l'argent, tu laisses. Les documents faisaient quoi au sol? Donc ça veut dire que le gars était à la chaîne des documents. C'était pas l'argent. Et démonter un disque dur déjà, il faut être technicien. Il faut être technicien pour pouvoir prendre le disque dur. Donc je disais vraiment, comme disait le président Anissé, nous, c'est la fin de ces règnes qui s'annonce. Et puis, nous-mêmes, on a trop peur que quand le RDPC ne sera plus au pouvoir, tous ces dossiers-là vont remonter en surface. Parce que le Cameroun ne finit pas aujourd'hui. Tous ces dossiers vont remonter en surface. Et c'est pour ça. Pourquoi ça remonte? On va d'abord traquer tous ceux qui ont fait. Pourquoi est-ce qu'on on va pas traquer objectivement. On va traquer ceux qui. Ah ben vous allez attendre longtemps. Ceux qu'on va sacrifier. Parce que vous allez attendre longtemps. Non. Si après 2024, nous serons encore là. Je vous assure, vous ne pourrez plus. Oui. Vous n'allez plus. Mais vous voyez la personne. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas. Vous venez dire quelque chose là. Oui. Le successeur de l'opposition, vous allez seulement connaître le jour du deuil. Oui. Les gens vont s'embrouiller comme on s'embrouille là. Vous n'allez jamais connaître le vrai successeur. Donc vous allez faire comme le RDPC quoi. Non. Vous ne saurez jamais qui est le successeur. Non, ce n'est pas ça. Non, on ne va pas vous imiter. Mais je vous dis la vérité. Nous allons, je vous dis, au SDF, nous allons revenir sur 4. On doit travailler avec l'union de l'opposition. Oui. On doit travailler les autres. On ne doit plus. En tenant compte du MRC. Hein? Non, nous on s'en fout. Même si n'importe quel parti qui remplit les conditions, on ne pas refuser. Ce qui nous intéresse. Les gars de l'Ouest vont aller dans le MRC. Non, c'est pas l'affaire de. C'est pas. Non, il ne faut pas. Toi-même, tu es de l'Ouest. Tu iras alors. Qui? Je suis du RDPC. Non, tu es de l'Ouest. Je suis du RDPC. Non, tu as dit tous les gars. J'ai pas vu m'attacher à l'UDC. Tu as dit tous les gars. Au MRC, je veux m'attacher. Bon, moi, si tous les gars iront, moi, je n'irai jamais. Bon, donc c'est bon. Donc je n'irai jamais. Et il y en a comme moi qui n'iront jamais. Donc je vous dis, ne vous dérangez pas. Votre équation est déjà dans nos mains. On ne va plus aller faire ce que vous faites là. Nous allons crier. Laissez seulement quand nous on se renouvelle, que le SDF se renouvelle. Ah donc vous renouvelez. Nous on a se multiplier. Non, nos structures sont en train de marcher. Renouvelez-vous, nous se multiplier. Non, même chez vous, nous avons vu la petite guerre il y a 3 mois ici seulement pour ce que vous appelez non, leur fichier de mais la guerre qui avait dans tout voilà c'était très grave. Donc parce que je vous dis, nous on ne va pas faire la politique de 92 ou le temps avance puis les stratégies vont changer. Nous aussi on est dans les stratégies. Non, vous ne pouvez pas changer. Votre disque dur est déjà grillé. Voilà qu'on a un prix à Merci. On va là rapidement en débat. On va sortir de l'émission avec ce sujet qui préoccupe néanmoins également les Camerounais depuis 2014, qu'on a attribué l'organisation de la plus prestigieuse compétition au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun peine effectivement aujourd'hui en termes de lisibilité à rassurer la communauté nationale et même internationale. On se demande bien, Bertrand Tatinda, pourquoi ces polémiques et ces incertitudes persistent? Non, il faut dire ça a un rapport avec le sujet tout à l'heure. C'est à un moment donné, il faut questionner la morale des Camerounais. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé de donner un nouvel élan économique au pays avec ce qu'ils appellent la stratégie nationale de développement. Vous ne pouvez pas bâtir ça sur des gens qui n'ont pas de morale. Pour des gens pour qui l'argent est l'unique et seule valeur. Il faut avoir l'argent. Soyez voyous, soyez, comment je vais dire que, fourbe, il faut que vous ayez l'argent. C'est très compliqué. S'il est vrai, s'il est évident, pour ça il n'y a pas de doute, la CAN se jouera au Cameroun. Mais on peut questionner la démarche. C'est quoi un stade qui met 12 ans de construction? Soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Donc, il y a eu aussi un certain type de pratique, et d'ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi le CONSUP et les structures, comment je vais dire que d'enquête, ne regardent pas de ce côté-là. Peut-être le président a une autre stratégie, c'est-à-dire qu'après le Covid-Gate, il va faire, comment je vais dire que, c'est-à-dire qu'au lieu que des enquêtes partent de façon séquencée, lui fera le sens inverse. Mais il faut automatiquement, après cette canne, expliquer pourquoi il a fallu 12 ans pour construire un stade qui porte le nom du président de la République. C'est quand même pas sérieux. Il y a un certain nombre de marchés qui ont été attribués et on se rend compte que les entreprises n'ont pas tout à fait les capacités. Comment on fait pour souscrire à un marché de plusieurs milliards quand on n'a pas les capacités financières? C'est lors de la souscription du marché. Le stade n'est même pas fini. Les experts ont dit qu'il faut encore 15 mois.
Non, disons que le complexe, le stade, à date, parce que c'est le stade qui va. Non, le stade sera fini parce qu'il y aura un match amical. Mais avec l'assurance, avec les garanties qu'on ne va pas, on connaît des cas. Non, il y a des experts, c'est-à-dire que pouvoir évaluer la fin d'un chantier, des ingénieurs assermentés peuvent le faire. Mais le complexe, non. C'est-à-dire que faut pas s'attendre à la fin du complexe. Mais imaginez un scénario que d'ici le mois de janvier là. On a le stade Olembe. Quand vous regardez, là, nous sommes bientôt en juillet, quelques 6 mois devant nous pour organiser cette compétition. Vous pensez que la solidité de cette infrastructure, ça permet de rassurer? On n'a pas encore joué ma test là-bas. Non, la construction d'un stade, c'est lié à des calculs. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, on sait ce qui manque pour la composante stade. C'est-à-dire qu'il manque l'électronique, il manque des écrans. Il ne faut pas oublier que la Covid a confiné le monde entier. Donc pratiquement pendant 4-5 mois, le monde entier était confiné. Ça a aidé en quelque sorte au retard. Mais le stade sera fait. Mais il faut questionner, comment je vais dire que l'attitude que les Camerounais ont eue, on devait être largement plus en avance. Je veux dire qu'on devait être déjà pratiquement là à faire un match amical pour Président Michel Kane, en réalité aujourd'hui, on ne nous parle que des stades. Mais quand on regarde globalement l'aménagement urbain au Cameroun, pour une compétition qui aura lieu dans 6 mois, ces polémiques, ces incertitudes ont lieu d'être. Non, moi je ne crois pas. Il faut être lucide et honnête. Autant le CHAN a permis un système d'amélioration sur le plan infrastructurel, autant la CAN va permettre des améliorations. Moi, j'étais à Bafoussam il y a quelques mois. C'est une autre ville. Je pense les entrées de Douala ont été améliorées. Parlant de Douala, il y a des grands travaux infrastructurels à Yaoundé qui vont permettre une meilleure circulation. D'ailleurs, le cahier de charge de la CAN est que, quelles que soient les infrastructures, le trajet qui va des stades aux hôtels de résidence des joueurs, ce trajet-là est neutralisé pendant la compétition. Donc de toute manière, il y aura des problèmes de circulation dans la ville, il y aura la CAN. Quelles que soient les infrastructures. Et ça fait partie du cahier des charges. Bon, par rapport à la CAN, je pense qu'il faut dire, il faut dissocier l'intérêt général de nos ambitions personnelles. Nous tous nous militons pour que ce pays s'y change et qu'à sa direction se trouvent des gens un peu plus patriotes que ce qu'on voit aujourd'hui. Vous savez, si on prend un ministre camerounais, parmi ceux qui sont soupçonnés d'isolement, vous le mettez dans le gouvernement en Suède, il ne volera pas. Donc ce n'est même pas un problème individuel, c'est un problème de système. Le système fait en sorte que lorsqu'on nomme des gens, ils sont dans une dynamique de détournement. Donc, la solution, c'est en finir avec le système actuel. Je parie qu'il y a des gens patriotes au sein du RDPC. Je ne citerai pas Fouchivé, mais je parie qu'il y en a d'autres. C'est avec eux qu'on va construire ce pays demain. Justin Youmsi, on va sortir de l'émission. Ces polémiques et ces incertitudes sur l'organisation de cette compétition nous permet de nous interroger sur le management de notre République pour une compétition qui nous a été attribuée en 2014. C'est tout à fait normal. Nous venons, le champ qui vient de se passer, quand il y avait un match, mais les Camerounais commençaient à souffrir de 6h à 20h. Est-ce qu'on devait souffrir parce qu'il y a un match? On nous a dit que l'entrée, le S, devait être à jour. Mais encore rien. Nous a dit que quand on regarde seulement les routes là, on peut croire qu'il n'y aura rien. Parce que ce sont des éléments qui vont permettre au camp de bien fonctionner. Alors si visiblement ces routes ne sont pas aménagées, il y a de quoi on doit avoir peur. Le fait qu'on renvoie le tirage au sort, ça met un peu de doute dans le cœur de commun des mortels. On dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a toujours l'incertitude. Il y a toujours l'incertitude. Oui, il y a toujours l'incertitude. Il y a les chantages de la CAF aussi. Non, la CAF fait chanter. Non, mais oui, si la CAF fait chanter. Position ambiguë. Oui, la CAF peut-être la CAF fait chanter. Elle profite de la situation. Oui, parce qu'elle profite de la situation. Parce que chaque fois que les membres de la CAF ont été au Cameroun,
on les a toujours donné quelque chose. Et là, ça devient un chantage parce que c'est la force de pouvoir en place. Si tu descends, on te dit de montrer ce qu'on a donné. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là où nous parlons. Vous parlez quoi, mère? Non, je parle quand même, mais nous savons que... Parce que la CAF ne peut pas nous faire autant de chantage pour rien. C'est quand on les donne la possibilité. Non, la CAF ne peut pas nous faire de chantage pour rien. Puisque nous avons vu Ahmad nous dire lui-même qu'il n'y aura pas de problème. La coupe va se jouer. Mais après, il sort quelques jours, il nous dit encore, même personne. Non, on ne comprend plus. Il y a des trucs. Et quand il y a trop d'ambiguïté, on peut analyser autrement. Le président Kanye a dit quelque chose. Dans tous les cas, c'est depuis 2014 que le Cameroun a eu le drapeau pour l'organisation d'une CAN. Je voudrais aujourd'hui faire appel à l'histoire. La première CAN qui s'est jouée au Cameroun, c'est 1972. Moi qui vous parle, je n'ai pas vu un seul match. Et je pense que, entrant presque dans les 60, il faut s'interroger pour la jeunesse qui est derrière nous. Donc les esprits camerounais devraient normalement être, comme a dit le président, il nous faut cette CAN pour permettre à notre jeunesse de rêver. Pour ça, nous le souhaitons. Si on refuse à la jeunesse de rêver pour quelque chose, pour moi, de si simple, qui est un rendez-vous du donner de recevoir, un rendez-vous où le Cameroun est au centre de la politique sportive africaine, c'est que vous aurez fabriqué des balles. Donc, quand je dis ça, je voudrais vous donner, une image. L'image, lorsque le premier match devait se jouer à Limbé. J'y étais. Les gens ont dit qu'il n'y aura pas match. Oui. Cette jeunesse, et je préfère, vous avez vu, le président est parti suivre le match à Limbé parce qu'on voulait voir si la jeunesse devait venir. Les jeunes sont venus, même les ambassadeurs. Ils étaient derrière, hors du stade tellement il y avait du monde. Donc, ça veut dire que la jeunesse s'est dit, le Maroc joue. Je n'ai jamais vu un Marocain. Un jeune qui joue au football dans la cour et qui deviendra Roger Mila.